Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette série de balados proposée par Science pour tous en partenariat avec la Maison de la Culture Maisonneuve. Aujourd'hui, on va recevoir Karine Mona pour nous parler de la relève féminine en sciences. Donc Karine, vous avez plusieurs projets et vous animez entre autres le balado 20%, coproduit par le magazine Québec Science et l'ACFAS. Bonjour Karine. Bonjour Perrine. Donc aujourd'hui, on aborde la question de la relève féminine en sciences, mais avant d'aller dans cet angle plus précis, quel est le pourcentage général de femmes scientifiques au Canada? Alors au Canada, on atteint à peu près 20%. C'est donc le pourcentage de femmes employées dans les domaines qu'on appelle des STEAM, donc pour sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Donc ça, c'est les chiffres de 2016. Et si on regarde un peu plus loin, juste pour le fun, là, la moyenne des chercheuses à travers le monde est guère plus élevée finalement. On se situe à 28%. Et au niveau du secteur privé, elle représente 19% des travailleurs et travailleuses dans les métiers technologiques. Donc, c'est vraiment... on n'est pas beaucoup, finalement. Et de là, le fameux titre 20% du balado que vous avez animé. Tout à fait. C'est exactement ce titre-là qu'on a choisi pour refléter ce petit pourcentage. C'est 1/5 des scientifiques au pays. OK. Et pourquoi les femmes sont si peu nombreuses, finalement? Alors, c'est la grande question, Perrine. Je pense qu'il y a vraiment plusieurs explications. Moi, je vois toujours un peu à 3 échelles. Il y a les raisons individuelles, les raisons du système de recherche en tant que tel et de l'industrie, mais aussi au niveau plus sociétal, je dirais. Donc, si on va dans le individuel, je pense que c'est vraiment nos propres biais. C'est le fait qu'on soit moins en confiance, on se sente moins capable en tant que femme parfois. Et là où je vais tout de suite faire le penchant avec la société, c'est un peu parce que la société nous montre peut-être moins de modèles de femmes scientifiques par rapport à des hommes scientifiques, mais on pourra y revenir plus en mode solution. Mais par exemple, il y avait une étude qui avait été faite chez des enfants à l'échelle des États-Unis. On leur avait demandé de dessiner un scientifique ou une scientifique. On n'avait pas précisé le genre. C'était l'avantage de l'anglais dans ce temps-là. Et on remarque que selon l'âge de l'enfant, ils vont dessiner aussi bien une femme qu'un homme, voire des gens non genrés. Et à partir d'un certain âge, je voudrais pas dire de bêtises, mais mettons à partir de 7-8 ans, filles comme garçons auront tendance à dessiner un homme scientifique. Donc ça, je dirais que ça fait partie des raisons. Mais aussi, pour terminer, je pense que l'industrie et la recherche n'est pas vraiment accueillante vis-à-vis des femmes. Ça peut être une des solutions, c'est de faire un milieu plus accueillant pour la diversité en général, d'ailleurs. Et pourquoi elle n'est pas accueillante? Qu'est-ce qui n'est pas accueillant pour les femmes dans ce milieu-là? Alors, je pense que c'est parce qu'on réitère des critères, mettons, de compétition, par exemple. Et on sait qu'il existe des différences hommes-femmes, on ne va pas y revenir, c'est pas vrai chez tout le monde, c'est plus ou moins marqué chez tout le monde, mais la compétition serait un trait qui serait plus particulièrement masculin. Alors, attention, je mets des gros guillemets. Encore une fois, c'est une construction sociétale, culturelle, mais pas du tout biologique. Ça, c'est largement démontré. On sait que les gens ont les mêmes capacités ou compétences, mais on va aller valoriser des traits qui culturellement sont plus masculins. Donc, je viens de le dire, la compétition, mais il y a aussi le goût du risque ou des choses comme ça qui seront moins attraits peut-être à des traits féminins. Donc, peut-être que les femmes se sentent moins à l'aise dans un milieu comme celui-ci, encore une fois avec des guillemets, si tant est que hommes et femmes soient différents à ce point-là au quotidien. D'accord. Avant d'aller justement en mode solution, comme vous proposiez tout à l'heure, une relève scientifique féminine, qu'est-ce que ça changerait finalement? Alors ça, c'est drôle, c'est une question que je pose systématiquement dans les entrevues, non seulement de 20%, mais j'ai réalisé un autre projet avec l'ONF sur les femmes en sciences aussi, puis on posait cette question-là. Et c'est fou comme la réponse est unanime. Elles ne me répondent pas sur la présence des femmes, mais sur la diversité en général. C'est-à-dire que plus on aura des personnes diverses au sein d'une équipe de travail, quelle qu'elle soit, que ce soit de la science ou faire un métro, les idées vont s'en aller ailleurs. Si on est tous les mêmes, là, je sais pas moi, des hommes blancs de 50 ans, mettons, ça se peut que nos idées se ressemblent. Et c'est correct. Mais c'est juste que plus on mettra des personnes différentes dans l'équipe, plus on va penser à quelqu'un d'autre. J'ai des exemples. Justement, le métro, si vous mettez des personnes en fauteuil roulant dans l'équipe, eh bien, il y a des chances qu'ils mettent des ascenseurs à d'autres endroits que si vous, comme moi, avec nos 2 jambes, on devait penser le métro. Donc ça, c'est un exemple type. Mais le problème, c'est qu'en science, ça peut avoir des
conséquences assez néfastes pour toutes les questions de santé. Si on ne se pose pas la question, si une femme réagit différemment d'un homme, ça peut être dangereux. Il y a un exemple assez connu, celui de la ceinture de sécurité en voiture qui n'avait été testée que chez des hommes. Et on s'est rendu compte que chez les femmes et les enfants, la façon dont la ceinture de sécurité était faite, ça pouvait créer d'autres problèmes si tant est qu'il y a un accident. Et on le voit aussi maintenant de plus en plus en santé avec les symptômes des crises cardiaques. Elles étaient très bien décrites chez les hommes, mais plus ça va, plus on réalise que les symptômes sont différents chez les femmes. Donc les médecins n'étaient pas outillés à reconnaître une crise cardiaque féminine, si je puis dire. D'accord, je vois. Et maintenant, on va y aller en mode solution. Ça serait quoi? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour attirer davantage de femmes à aller en sciences? Alors ça, c'est évidemment la question que je préfère et c'est un peu le but du podcast 20% aussi, c'est d'aller de l'avant puis d'être en mode construction, solution. Donc bien sûr, dès le départ, il y a l'éducation, hein, évidemment, donc l'éducation à la maison et à l'école. Donc ça, c'est pour contrecarrer l'aspect individuel que je disais tantôt, le manque de confiance, le manque d'estime ou la peur de la prise de risque. Donc ça, c'est vraiment pour ce qui est à la maison et à l'école, mais pour un peu donner du support à ces changements d'éducation-là, je dirais qu'à l'échelle de la société, ce qui peut fonctionner, c'est la mise en valeur de ces scientifiques, leur visibilité aussi bien dans les médias, mais dans les programmes scolaires, dans les expositions, dans l'art, etc. C'est vraiment d'avoir des modèles. Il n'y a pas de mystère. Si on voit quelqu'un qui nous ressemble à la télé, mettons, que ça soit parce que c'est une femme ou parce qu'elle a notre âge ou parce qu'elle n'a pas d'enfant, si on n'a pas d'enfant ou elle est issue d'une minorité visible, on aura plus facilement... ça sera plus facile de s'imaginer pouvoir faire la même chose parce que cette personne nous ressemble dans le fond. Donc ça, c'est vraiment une chose importante, la visibilité. Après, si on lit, le scientifique en chef du Québec s'est penché sur la question, Rémi Quirion, avec les FRQ, Fonds de recherche du Québec, et il propose des solutions très concrètes, comme par exemple, si vous êtes invité à contribuer à un colloque en tant que scientifique vous-même, homme ou femme, eh ben, vous pourriez refuser si, par exemple, il n'y avait que des hommes. Mais pour refuser, encore une fois, être en mode positif, vous pouvez suggérer des femmes à participer à ces colloques-là. Quand vous donnez des références, essayez de pas seulement donner des références d'hommes. Et puis après, en termes de système, je pense qu'on peut aussi penser à modifier, encore une fois, cette culture de la compétition, cette culture de la prise de risque. J'entends par là, par exemple, quand on veut devenir chercheuse, le problème souvent, c'est qu'on est évidemment comparé à nos pairs qui en sont au même stade, et ça va de soi. Sauf que les âges auxquels on aspire à devenir chercheuse sont souvent les mêmes âges où on commence à avoir un premier enfant, par exemple. Et donc, par définition, il y a des chances qu'on se soit arrêté pour un congé maternité, mais au même titre qu'un homme, attention, peut s'arrêter pour un congé paternité. Mais donc, si on compare la production d'un homme sans enfant ou même d'une femme sans enfant avec une autre qui s'est arrêtée, forcément, elles n'auront pas produit le même nombre de publications. Il va y avoir un décalage. Oui, tout à fait. Donc, on ne peut pas comparer des choses de cette façon-là. Puis, il a quand même été montré qu'une femme qui prend un congé maternité s'arrête pour de vrai, tandis qu'un homme qui prend ce type de congé parental va quand même peut-être continuer à consulter ses mails ou à écrire un article. Et ça, c'est vraiment démontré. Là, tout ce que je vous dis, c'est pas des opinions, c'est des chiffres. Donc, en ça, encore une fois, il y a une distinction peut-être à faire en fonction du parcours de vie des uns et des autres. En parlant de parcours de vie, justement, vous avez interrogé beaucoup de femmes dans le cadre du podcast 20% pour découvrir un peu leur parcours et où elles en sont et quelles sont leurs problématiques, qu'est-ce qu'elles rencontrent comme difficultés dans leur vie de chercheuse. Moi, j'aimerais ça que vous nous parliez un petit peu de ce qui vous a surpris dans les commentaires de ces femmes-là, de ces chercheuses canadiennes et québécoises. Alors, évidemment, il y en a plusieurs qui m'ont surprise. Là, je pense à une, par exemple, Farah Alibé, qui a grandi, je pense, c'était dans le coin de Sherbrooke. Elle, maintenant, elle est à la NASA. Et en fait, c'est drôle parce qu'elle est donc native du Québec, mais elle est indienne d'origine. Elle a les cheveux longs et qui plus est, chaque année, elle se teint les cheveux d'une couleur différente, mettons rose, vert, tout y passe. Et en fait, elle s'est dit, quitte à être différente, eh ben, je peux l'être jusqu'à la couleur de mes cheveux. Et ça fait une force. C'est-à-dire, je me souviendrai toujours quand elle m'avait raconté, je rentre dans une salle, mettons en réunion ou peu importe, que j'ai parlé ou pas, on va se souvenir de moi. Parce que je suis la seule femme, bien souvent, encore plus la seule de couleur et encore plus la seule avec les cheveux roses.
Donc, elle dit, il y a des avantages et des inconvénients. Et l'inconvénient qui peut se transformer en avantage, c'est que si je parle, si que ça soit pour poser une question ou pour faire une proposition dans la réunion, j'ai intérêt à être donc bien intelligente ou à proposer quelque chose de pertinent parce qu'on s'attend à la base à ce que je dise quelque chose de pas forcément pertinent. Mais elle dit au moins, si je dis quelque chose d'intelligent, on va plus se souvenir de moi que le voisin qui ressemble à tous les autres et qui aura peut-être dit lui aussi quelque chose d'intelligent. Mais moi, je vais marquer les esprits parce que j'ai cette... Parce que je suis différente. Exactement. Et en même temps, elle le transformait vraiment en force, cet aspect-là. Donc, c'était assez intéressant de voir que c'était un véhicule chez elle. Et là, j'ai une autre anecdote, c'est Joanne Liu, donc, qui est présidente de Médecins sans frontières. Et elle disait, comme elle a fait beaucoup de terrain, souvent dans des pays en guerre, puis tout, ce qu'elle disait, c'est qu'elle n'a pas voulu d'enfants parce que sur le terrain, elle trouvait que c'était pas adéquat. Et elle arrive à un âge où, biologiquement, elle peut clairement plus en avoir. Et ce qui l'attristait beaucoup, c'est de voir que ses collègues masculins du même âge, eux, c'était pas un enjeu. Entre guillemets, je parlais crûment, mais ils se trouvaient une petite jeune, puis ils avaient des enfants. Tandis qu'elle, elle aura beau se trouver un petit jeune demain, ben ma foi, ça donnera pas d'enfants pour autant. Donc ça a été un de ses... Je sais pas si on peut parler de regret, mais en tout cas, c'était son bilan un peu de fin de carrière sur le terrain. Et j'ai trouvé ça assez fou de réaliser que, ben oui, ces différences-là, on est obligé d'en tenir compte. Et pourtant, encore une fois, le système, quel qu'il soit, ne tient pas compte de cette différence-là, d'avoir des enfants ou non entre hommes et femmes. Donc, ça m'a assez marqué, oui, celui-ci complètement. Et j'ai peut-être une dernière anecdote, c'était Alia Al-Saji, qui est professeure en philosophie à McGill. Elle est iranienne d'origine. Et ce qu'elle disait, c'est qu'en Iran, quoi qu'on en pense, les femmes ont beaucoup plus le pouvoir qu'on ne croirait, surtout à la maison. C'est intéressant. Donc, oui, vraiment, avec une grosse force de caractère. Et donc, elle s'est jamais sentie femme dans le sens plus soumise ou quoi en philosophie. Donc, à aucun moment... Elle avait cette culture du conflit, disons, parce qu'en Iran, c'est naturel en famille de s'engueuler, que le ton monte, mais sans pour autant qu'il y ait aucune incidence émotionnelle ou... Quel est son domaine de recherche? Là, elle est en philosophie... je ne sais plus si c'est philosophie des sciences. Attends, je réfléchis. Non, c'était en philosophie. C'est ça, elle est professeure en philosophie à McGill. Et donc, cette nature du conflit l'a aidée finalement en philosophie parce que c'est ça le propre de la philo, c'est de sans cesse débattre, argumenter. Et ce qu'elle dit, c'est qu'elle comprend que tout le monde ne soit pas comme ça, selon la culture, qui plus est au Québec, on sait que la culture du conflit est moins présente. Et donc, dans ses cours, elle essaye vraiment d'instaurer un climat où les femmes et les hommes, conflictuels ou non, peuvent s'exprimer. De ne pas réitérer tout le temps ce modèle de la philosophie conflictuelle. Et elle dit comme ça, je suis pas mal certaine que plus de gens vont se sentir inclus et vont pouvoir continuer en philosophie. Waouh, c'est toutes des belles expériences et des belles anecdotes. Vraiment. Ben, merci beaucoup, Karine, pour ce petit tour d'horizon de ce que nous réserve la relève scientifique féminine. Merci à toi, Perrine.